nous. Je rappelle que vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris, fellow de l'Université d'Harvard et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Voilà. Absolument. Et je vous passe tout de suite la parole donc, sur l'évolution et l'anticipation de cette épidémie. Merci. Effectivement, rebonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêts à déclarer. C'est toujours important au début d'une prise de parole, qu'elle soit publique, en conférence ou médiatique. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours fait. Voilà, je vous l'annonce, j'ai dû avoir, je pense, 50 € sur les 5 dernières années pour un petit déjeuner réalisé, ce qui nous fait donc 1 € par mois. Le reste est essentiellement ce que mon institut de recherche décroche en bourse de recherche, en plan prioritaire de recherche, en projet de recherche par notamment les instances publiques, l'Agence nationale de la recherche, qui nous a par exemple doté du plus gros projet de recherche sur le développement de la pratique du sport pour toutes les personnes en situation de handicap et dans le projet des Jeux paralympiques de Paris 2024. L'autre point que je voulais mentionner aussi, et qui va être important dans la succession des éléments que je vais vous donner aujourd'hui, c'est celui de l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants qui me paraît être extraordinairement oublié dans cette phase actuelle. Moyennant quoi je vous propose de faire un état des lieux, puisque si on veut se débarrasser d'une obsession, il me semble que le plus important est de le regarder bien en face, telle qu'elle est, de tenter de la décrire, de la comprendre, et d'ensuite prendre éventuellement les bonnes décisions si l'on a su adapter son jugement à ce que la réalité extraordinairement changeante ne cesse de nous projeter. Donc cet état des lieux, on va le faire, si vous voulez le bien, autour du seul indicateur essentiel dans une épidémie, celle de la mortalité. Dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés du monde, chacune et chacun est capable de comprendre ce qu'est le décès d'un proche, de transmettre cette information autour d'elle. Et finalement, cette information est l'une des propriétés les mieux archiviées, les mieux partagées au monde. Et c'est ces données-là qui restent essentielles à tenir pour comprendre ce que sont les tendances évolutives et les dynamiques d'une épidémie. Chaque jour, 150 000 personnes décèdent dans le monde. Chaque jour. Ce qui fait qu'à la fin des 365 journées d'une année entière, le décompte total se situe entre 55 et 57 millions de personnes qui quittent notre humanité. Pour 7 milliards et demi, bientôt 8 milliards et demi d'humains, il faut avoir cette idée de la proportion pour comprendre et situer à chaque fois l'agression dont on parlait tout à l'heure et que subit l'ensemble de nos contemporains actuellement. Ces 550 000 décès sont évidemment liés à toutes les autres causes auxquelles va s'ajouter la mortalité au pas de temps quotidien, donc la mortalité quotidienne liée au SARS-CoV-2. Et le tableau de l'évolution de cette mortalité au pas de temps quotidien, vous l'avez ici. Dans le monde, vous avez eu 2 pics. Le pic du printemps, autour du 15 avril, pic de mortalité qui est essentiellement celui de l'Europe et celui des pays, des États de l'Est des États-Unis. Et puis, descente au mois de mai, stagnation au mois de juin et remontée pour un deuxième pic qui a été éteint cette fois-ci fin juillet, début août. Et ceci a concerné de toute autre région dans le monde. Ça a été en particulier l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les États du sud des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a cru à une deuxième vague américaine, alors qu'en fait, l'épidémie a changé géographiquement de site pour passer des États de l'Est aux États du Sud. Et puis, depuis, on se pose la question de cette dernière étape vers une remontée progressive ou au contraire une décrue. Et là, depuis 4 semaines maintenant, cette question se pose réellement parce que dans le même temps, on a vu exploser le nombre de tests positifs, et je parlerai très longuement de cette différence qu'il y a entre des tests positifs actuellement, des cas positifs tels qu'ils étaient décrits en été, et les malades
testés positifs et seulement les cas sévères, qui était le cas au début de l'épidémie, au mois de mars. Et à partir du moment où on a changé de stratégie, c'est-à-dire où on a été chercher le virus partout où il pouvait se trouver, dans l'ensemble des fosses nasales de toutes les citoyennes et de tous les citoyens dans les démocraties avancées, mais même dans d'autres pays émergents, et bien à partir de là, vous avez vu que ce rapport entre la mortalité, le nombre total de décès et le nombre de cas positifs n'a pas cessé de chuter. Il a baissé de 60%, ce qu'on appelle le taux de létalité, il a baissé de 60% depuis le mois de mai, et de façon régulière et continue. Ce qui veut dire, là encore, qu'il se passe quelque chose de différent qu'il faut comprendre. Alors, si je vous mets la totalité des grandes régions du monde, vous voyez que cette épidémie a concerné principalement la région Europe, les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud centrale, et l'Inde. Et de façon beaucoup moins importante, l'Eurasie, l'Afrique, la Chine, qui a été le foyer initial, est très peu concernée. Elle ne l'est plus du tout maintenant, elle est à zéro. Et avec l'Océanie et l'Asie du Sud-Est hors Chine, vous avez la totalité des pays qui montrent, une fois de plus, là vous avez la même échelle, de 0 à 6 000 décès chaque jour, qui montre bien que c'est l'Europe au mois de mars et d'avril qui a été la plus concernée, puis l'Amérique du Nord. Et vous voyez le décalage avec l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale qui vous dit qu'il y a bien un écart important de dynamique entre deux phénomènes dont on va voir qu'ils sont potentiellement liés à un phénomène environnemental, un phénomène qu'on va revoir maintenant. Si par contre on veut faire un focus sur l'ensemble de ces régions, c'est-à-dire que là je vais mettre l'échelle appropriée à chacune de celles-ci, ce que vous voyez là, c'est que vous avez des régions qui diminuent, c'est notamment l'Inde déjà, c'est aussi l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Vous avez des régions qui augmentent actuellement, modérément pour l'Europe, un peu plus importantes pour l'Eurasie, essentiellement la Russie et l'Ukraine, et les pays d'Europe de l'Est, mais aussi d'autres un peu plus loin. Et puis, vous avez des pays qui, je dirais, hésitent en ce moment. L'Amérique du Nord, qui est stable depuis 4 semaines. L'Afrique à un niveau très inférieur, 150 décès seulement par jour pour 1,2 milliard d'habitants. Et la Chine, comme je vous le disais, qui, elle, par contre, consigne et annonce une épidémie maîtrisée, puisqu'elle n'a plus de décès quasiment. Il y a pu y avoir une toute petite augmentation de 2-3 décès au mois d'août, mais depuis, aucun décès signalé, et 15 à 20 contaminations, 15 à 20 cas positifs chaque jour, officiellement annoncés, avec le nombre de guillemets que l'on met autour du mot « officiellement ». Si on veut comprendre, on va aller regarder ce que sont les grands déterminants dont on a parlé tout à l'heure, et de voir comment, entre les déterminants, je dirais, biométriques, tels que ceux sur lesquels on ne peut rien, l'avancée du temps, l'âge, les critères métaboliques dont on a parlé pour la nutrition tout à l'heure, les critères économiques, les critères environnementaux et les critères politiques, on peut voir s'instaurer des relations et tenter de comprendre comment cette épidémie a progressé et sur quelle cible le virus s'est concentré. L'âge, on l'a su très tôt. On l'a su dès le début du mois de février avec les premières publications en Chine, que les personnes les plus âgés étaient les plus à risque de décès dans cette épidémie. On l'a eu ensuite avec les données italiennes et coréennes, juste quelques semaines après, qui ont été publiées. Elles l'ont été également rapportées à la fin du mois de février par un rapport de l'OMS le 28 février. Et on a vu cette publication par Santé publique France au mois de mars montrer la même distribution dans les classes d'âge, avec près de 80% de personnes de plus de 80 ans qui constituaient l'essentiel des décès. Donc on voyait déjà cette distribution très importante dès le mois de février. On avait conscience de la cible potentielle dès ce moment. Et puis ce que l'on voit, c'est que cette relation va, parmi la proportion de personnes de plus de 80 ans dans une population telle qu'elle est indiquée là, avoir un lien qui va évidemment augmenter la mortalité, et donc les populations qui ont le plus avancé
dans ce domaine et qui constitue un réservoir, un vivier important de personnes vulnérables, fragiles, de plus de 80 ans, vont voir des taux de mortalité extrêmement élevés. Vous allez avoir à chaque fois ici rapporté cette mortalité en logarithme du taux de décès, donc ne vous accordez pas à chercher si c'est un décès par jour, c'est une fonction qui ramène ce rapport à la partie exponentielle ou logarithmique, hein, c'est l'inverse de la relation précédente, qui permet d'avoir une visualisation plus commune pour l'ensemble des pays. Cette mortalité, elle est aussi liée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette présentation que je vous avais faite il y a 2 ans ici, dans le cadre de cette augmentation que l'on étudie depuis des décennies maintenant, en tout cas chez nous depuis plus de 15 ans, qui montre que cette espérance de vie est en train d'atteindre des plafonds dans le monde entier, et donc que pour les femmes à 85 ans, les hommes à 79 ans en France, et c'est à peu près les valeurs que l'on retrouve à 2-3 années près dans les grands pays détenteurs de ces records d'espérance de vie, comme le Japon, comme l'Espagne, comme l'Italie, vont avoir des capacités de progression dans les dernières années beaucoup plus faibles que celles que nous avons connues au début du siècle, voire au XIXe siècle. Et de la même façon, certains pays ont commencé à régresser, puisqu'aux États-Unis, vous avez depuis 2 à 3 ans une très nette tendance à non plus tenir le plateau, mais à avoir déjà une diminution, une réduction, pour de multiples raisons qui ont été associées à la progression et à la difficulté du traitement des cancers, aussi à l'addiction, en particulier autour de molécules comme la codéine et les antalgiques, et donc des effets qui vont montrer certaines régions du monde en régression de l'espérance de vie. Eh bien, si vous utilisez cet indicateur-là comme démonstrateur de l'effet, vous voyez que la mortalité est extraordinairement dépendante de ce taux de progression de l'espérance de vie, et que ces pays qui ont eu en haut à gauche le plus de mortalité sont ceux qui voient ce plafond apparaître depuis 10 ans, puisque là c'est étudié entre 2010 et 2020 avec la Belgique, la France, la Suède est aussi là-haut, et pour ceux qui ont une valeur à 0, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, vous voyez que là encore ils sont dans les parties hautes. Par contre, les pays qui sont, eux, pays émergents, pays en développement, pays africains pour beaucoup d'entre eux, eh bien, on a encore des progrès chaque année de plusieurs mois d'espérance de vie, grâce aux campagnes de vaccination, aux campagnes de nutrition, et donc ceux-là ont eu des valeurs beaucoup plus faibles de la mortalité. Si on regarde du coup ce critère fort métabolique, qui est la sédentarité, elle se mesure par des grands questionnaires communs à l'ensemble des pays, et vous voyez que ce taux d'inactivité physique, hein, qui peut monter jusqu'à 60% dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Koweït, finalement, vont eux aussi être associés à un taux de mortalité, toujours rapporté aux millions d'habitants, ou à 100 000 habitants ici, extrêmement élevé, et vous aurez là encore une fonction qui vous dit, pour ces valeurs de sédentarité, on a une relation très forte dans ce domaine, relation qu'on retrouve évidemment avec l'obésité. Les liens sont tout aussi forts dans ce domaine, et là, évidemment, les valeurs les plus élevées se retrouvent là aussi pour certains pays du Golfe, mais surtout pour les États-Unis, qui a eu cet effet majeur dans ces États de l'Est. Alors tout ça nous dit qu'il y a des relations qui sont soi-disant des facteurs individuels, mais il y a aussi un environnement général qui va amener ces pays dans un état de développement maximal, et l'un des indicateurs, aussi incertain qu'il soit, mais néanmoins très fort de ce développement, est celui de la richesse produite et celui du produit intérieur brut rapporté à chaque habitant. Donc le PIB per capita, finalement, lui aussi va être associé à cette augmentation de la mortalité que l'on retrouve dans ce domaine, avec les pays les plus développés sur la droite, les États-Unis notamment. Et du coup, ce que l'on voit, c'est que ce critère-là, qui est à l'origine, entre autres, d'un changement complet avec le vieillissement des populations, avec l'avancée en âge, fait basculer ces pays de ce qu'on appelle la transition épidémiologique, dans lequel on a, au tout début du développement, des quantités très importantes de mortalité liées à des maladies infectieuses,
Et c'est le cas encore dans les pays émergents, dans les pays africains notamment, avec une agression bactérienne, des agressions virales, des décès en très grande quantité, parasitaires par le paludisme, mais aussi par la tuberculose, avec les résistances dont on parlait hier, avec des maladies virales, la polio, même si on la voit régresser en quantité importante, l'OMS a cru qu'elle avait disparu d'Afrique, même si elle est encore présente pour des formes vaccinales. Mais l'ensemble de ces conditions de maladies infectieuses font shifter complètement les pays développés vers ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, et ce sont les maladies dégénératives, les maladies liées à l'âge, que nous connaissons tous, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les insuffisances de toutes sortes, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, insuffisance immunitaire, mais aussi insuffisance neuronale, qui constitue le terreau de la maladie d'Alzheimer. Donc sur tous ces éléments où on voit progressivement nos capacités décroître inéluctablement avec l'âge, finalement ceux parmi ces pays qui ont constitué le plus grand nombre de personnes qui petit à petit, tout en ayant correctement vécu et même suivi correctement l'ensemble des recommandations, finit par aboutir à une quantité importante de gens. Et c'est du coup dans cette transition-là, avec des maladies infectieuses en quantité importante, qui, là encore, donne pour les pays en développement, en bas à droite, les taux de mortalité les plus faibles, et au contraire, les pays avec une mortalité de type dégénératif, cancer et maladies cardiovasculaires, en haut à gauche, parmi les plus élevés. Troisième ordre de grandeur, celui des paramètres environnementaux et climatiques dont on parlait. Si vous regardez cette relation dont on a parlé tout à l'heure pour l'obésité ou pour le poids, cette question de valeur optimale, eh bien, il y a effectivement une valeur de température aux alentours de 10 degrés qui constitue une valeur dans laquelle la propagation de l'épidémie a été la plus importante. C'était celle de Wuhan au mois de décembre et de janvier, c'était celle de l'Iran au mois de février, c'était celle de l'Italie et de la France et du plateau madrilène au même moment. Et donc on a une phase qui montre que par rapport à cette valeur autour de 10 degrés, plus on s'éloigne, et en particulier vers les pays chauds, plus on va avoir des taux d'accélération de la pandémie qui seront faibles, et de la même façon dans les pays très froids. Ça a été le cas de la Suède, mais surtout de la Finlande, de la Norvège et du Danemark, des valeurs moins importantes, là encore, de la propagation initiale. Et on retrouve cela soit avec l'humidité, soit avec l'index UV en haut à droite, qui, comme pour la température, est un indicateur finalement du climat, un indicateur de l'énergie. Et vous voyez que pour les pays les plus chauds, en bas à droite, vous avez des valeurs faibles, même si, et à chaque fois, on a évidemment des relations qui sont larges, donc avec des valeurs de déviation autour de cette moyenne qui est représentée par la ligne relationnelle. Vous avez le Mexique tout en haut à droite, je ne sais pas si vous le voyez là. Le Mexique ne devrait pas être à ce niveau. Or, ce que l'on comprend vient de l'étude précédente, c'est-à-dire que la relation de l'obésité dans une société qui a complètement dérivé de son alimentation traditionnelle vers l'alimentation américaine et qui a vu exploser son taux d'obésité, eh bien c'est l'un des pays avec les taux les plus élevés dans le monde, et c'est pour cette raison qu'elle échappe à la relation initiale qui pourrait être la relation climatique, mais qu'elle rentre totalement dans la relation sociétale liée à la progression de l'obésité dans la population mexicaine. Et à la suite de ça, une fois qu'on voit qu'il y a plusieurs facteurs en interaction les uns avec les autres, eh bien, il faut comprendre quelle est la part relative de ces éléments. Donc, il existe des moyens statistiques de le faire, des analyses multivariées en composantes principales. Et quand on regarde ça, ce grand schéma, on l'éclate un petit peu autour, et ce que l'on voit, c'est que autour de l'axe horizontal, vous avez les relations les plus fortes. Autour de l'axe vertical, aucune relation. La mortalité du Covid est liée, je vous l'ai dit, à l'espérance de vie moyenne dans les populations, c'est-à-dire celles qui sont passées de 30 ans, il y a 2 siècles, 10 générations, à 80 ans maintenant. Et donc ce taux-là est extraordinairement élevé. 3 minutes? Oula, on va accélérer. L'effet de la progression de l'espérance de vie, c'est-à-dire les pays qui ont le plus de capacité d'augmentation, sont finalement ceux qui ont aussi les taux de maladies infectieuses, et ce sont les pays émergents. À l'autre bout, le PIB, la sédentarité et
l'obésité, le cancer, les maladies cardiovasculaires rejoignent l'ensemble des pays développés. Et vous voyez que cet axe ici, en bas à gauche vers les pays en haut à droite, définissent deux types de pays complètement différents qu'on a vus déjà de façon très clairement distinguée par les relations univariées. Et puis vous avez le climat qui ici montre une valeur et une relation liée à la température et à l'énergie, et le degré de confinement, la décision publique qui montre que là, il n'existe aucune relation entre l'intensité de ce confinement dans les 188 pays du monde qui l'ont utilisé ou pas utilisé et le taux de mortalité à la fin. Il n'y a pas d'association entre le côté strict du confinement ou l'absence de confinement et la réalité de la mortalité à la fin. La matrice de corrélation, je passerai là-dessus, nous donne exactement les mêmes valeurs et j'en viendrai justement à discuter les décisions actuellement. Si vous regardez évoluer le confinement, la progression de ce confinement avec le temps, finalement en un mois, vous avez vu toute la planète, et en tout cas la moitié de l'humanité, 3,5 milliards de personnes, se retrouver confinées d'une façon ou d'une autre. Vous le voyez ici sur cette étude d'Oxford qui montre la vitesse à laquelle ces mesures ont été prises et le taux de progression au cours du mois de mars, qui a été suivi, la ligne jaune en dessous, montre le support économique, le soutien économique que ces sociétés ont donné à leurs entreprises. On parlait tout à l'heure des salles de sport. Les gérants des salles de sport reçoivent de l'argent, des prêts garantis par l'État, les PGE, comme d'autres entreprises. Les petites entreprises n'en auront pas les capacités de remboursement et ce sont celles qui sont en train de plier actuellement. On voit que ces effets-là sont retardés d'un mois par rapport à l'impact pris sur la décision de confiner ou de ne pas confiner qui était recommandée par l'OMS. Une fois de plus, vous n'avez pas de relation entre le degré de confinement et le taux de mortalité à la fin. Par contre, ce que l'on voit, c'est que l'intensité de la réponse, donc l'index de stringence en anglais, finalement, on a l'impression qu'il ne fait que répondre à l'augmentation du nombre de cas. Et donc, plus on voit augmenter le nombre de cas de personnes qui décèdent, plus on réagit. Et à nouveau, on le refait actuellement, mais sans compter le nombre de décès, mais seulement le nombre de tests positifs. Et ça change tout dans la décision qu'on peut prendre. Pourquoi on n'a pas de relation ? Eh bien, essentiellement parce qu'on arrive trop tard. Le confinement ne coupe pas les chaînes de transmission essentielles, qui sont celles qui sont représentées ici, qui étaient celles de la diffusion touristique, professionnelle, commerciale, de la plupart des gens dans le monde, et en particulier ceux qui étaient concernés par l'émergence du foyer épidémique dans le Hubei, à Wuhan. Et vous avez ici le relais des téléphones de 60 000 habitants du Hubei qui se sont déplacés dans les semaines qui ont précédé leur confinement. Et on voit qu'ils se sont répandus dans le monde entier à hauteur des intérêts commerciaux ou touristiques qui étaient les leurs, comme évidemment les pays très heureux de les voir et de les recevoir. Je passerai sur ce élément pour terminer sur une analyse qui va vous donner une des clés potentielles. On a vu qu'avec la latitude, donc sur le caractère géographique, la mortalité, 90% de la mortalité était contenue entre 20 et 60 degrés de latitude nord, et avec également des pays entre 20 et 60 degrés de latitude sud. Ce point-là nous dit que la diminution qu'on a dans les zones intertropicales correspond à un des articles les plus passionnants qu'on ait pu voir sur les capacités de développement des sociétés humaines, cette niche de développement humain proposée dans un très bel article de février par Chishu dans le PNAS. Et ce que l'on voit là, c'est que c'est dans cette bande géographique que se retrouvent 40% de la population, mais surtout les records d'espérance de vie, les valeurs maximales de longévité par les doyens, et 90% de cette mortalité liée au Covid-19. Cette niche est une niche thermique optimale. On en a parlé tout à l'heure pour la propagation. C'est aussi celle dans laquelle on a le moins de dépenses énergétiques à proposer pour lutter contre un excès de froid ou un excès de chaleur. Vous savez qu'avec les canicules, on perd un grand nombre de moyens et on a encore des augmentations de mortalité. C'est cette zone jaune que vous avez là, entre les deux lignes, qui n'est pas strictement, évidemment, horizontale, qui va bénéficier pour l'Europe du Gulf Stream. Et je place Montpellier
juste sur cette carte pour vous rappeler à quel point on bénéficie d'un climat qui n'a pas encore tout à fait la douceur angevine, mais néanmoins qui facilite justement la capacité, le plaisir de vivre et la durée de vie. Et si je termine maintenant, c'est pour vous montrer comment ces éléments-là ont changé pour maintenant se situer sur les valeurs de mars à mai. Vous voyez cette augmentation majeure qu'a été le tsunami de la première vague et l'équivalent actuel de ce qu'on nous annonce avec une épidémiologie liée à des modélisations fausses, fondées sur de mauvaises hypothèses, voudrait nous faire croire qu'il existerait une deuxième vague avec 30 000 nouveaux décès d'ici novembre. Voilà ce qu'il faudrait voir apparaître pour arriver à 30 000 nouveaux décès supplémentaires en novembre. Ce n'est pas du tout le chemin qui est pris actuellement. Voilà l'écart actuel entre l'hypothèse et la réalité. Et c'est donc bien cette énorme différence qui crée toute la controverse actuelle et qui nous dit, avec les 76 décès hier, il n'y a pas en Europe comme en France d'excès de mortalité dans la dernière semaine actuellement. Il y a eu 115 000 décès en excès, ce qui fait une centaine de milliers par rapport à 2018 et à 2019 pour l'ensemble de l'Europe. Et il n'y a pas eu ensuite pour l'été ni pour l'automne, pour l'instant, de réaugmentation de cette mortalité. Je conclurai donc simplement pour montrer ce que sont finalement les écarts entre l'observation réelle et les mesures qui ont été prises, en particulier dans les zones écarlates. Vous avez ici le nombre de personnes qui ont augmenté en réanimation, les hospitalisations et les décès depuis le mois d'août jusqu'au 6 octobre. Vous voyez que par rapport à la ligne des 5000 lits de réanimation, on est à 28%, mais par rapport aux 7000 qui étaient celles que nous avions atteintes au mois de mars, on est à 20%, et par rapport aux 12 000 annoncés par les instances sanitaires, nous ne sommes qu'à 12%. Donc la question de savoir réagir au moment où vous êtes à 28, 20 ou seulement 12% de vos capacités réelles change toute la question de sonner le tocsin ou pas. Voilà, 2 éléments pour juger de la prévention focalisée sur les personnes âgées et sur les risques, c'est les gestes barrières et l'aération, de plus en plus. C'est le sport et la nutrition, on en a parlé pour les facteurs métaboliques. Et la question de l'immunisation, c'est est-ce qu'elle sera spontanée ou est-ce qu'elle sera vaccinale? Et donc du coup, le délai, c'est quelques mois pour la première, quelques mois ou plusieurs années ou plus encore pour la seconde. Et c'est ça qui crée le débat actuel. Un certain nombre de publications nous ont dit que 45% de la population suffirait, et non pas les 70% vaccinaux, pour pouvoir obtenir cette immunité collective, alors que le président du conseil scientifique nous dit que nous ne sommes qu'à 4,5%. Il ne tient pas compte des publications précédentes, alors que si vous faites le total de tout ce qui a été vu semaine après semaine des cas positifs, 1 million de personnes testées la semaine dernière, 10% de positivité. Ça veut dire qu'on est à 14 millions de personnes qui se positiveront d'ici la mi-novembre et probablement entre 25 et 30 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Donc, le site qui nous donnait cette valeur de 45% pourrait très bien se trouver établi. Et c'est cette question-là qui revient à nous poser la question du masque bigoudin et de son utilité. Merci.